Mes parents m'ont réveillé à 3 heures du matin. Nous devons sortir rapidement. Nous nous sommes précipités dehors en chaussons et en pyjama. À travers la fenêtre, je pouvais voir une silhouette sombre bouger à l'intérieur de la maison. Quand j'ai découvert qui était cette silhouette, j'ai appelé la police pour dénoncer mes parents. Ils m'ont secoué violemment. Mon père a prononcé mon nom 2 fois, rapidement. Jonathan. Jonathan, lève-toi. Quoi? Nous devons sortir rapidement. Mes yeux me brûlaient. Je me suis redressé, le cœur battant à tout rompre sans raison. Qu'est-ce qui se passe? Prends tes chaussons. Viens, c'est tout. J'ai tendu la main vers mon téléphone de l'autre côté du lit, la voix de ma mère était sèche. Laisse-le. Ma main s'est figée. Ce n'est que lorsque je me suis levé, à l'aveuglette, et que j'ai enfilé mes pieds dans les chaussons près de la porte, que j'ai réalisé qu'aucun d'eux n'avait rien expliqué. Nous avons dévalé le couloir, et sommes sortis par la porte d'entrée. L'air de la nuit m'a giflé le visage. Assez froid pour le sentir dans les poumons. La rue était vide. Aucun son. J'ai plissé les yeux pour regarder autour de moi. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Éloigne-toi juste de la maison, a dit mon père. Va. Ma mère a hoché la tête, serrant plus fort sa robe de chambre. Va marcher. Quoi? Où ça? Éloigne-toi, c'est tout. Et puis ils ont fait demi-tour, sont retournés à la porte d'entrée et sont rentrés. Clic verrou. J'ai cligné des yeux. Je me tenais sur le chemin devant la maison en sweat à capuche, pantalon de pyjama, et le genre de chaussons qui existe pour vous faire regretter vos choix de vie. Je n'avais pris ni mon téléphone, ni mon portefeuille, ni rien d'autre. J'ai fixé la porte, toujours fermée, toujours verrouillée. D'accord, ai-je marmonné. Super. J'ai reculé sur le trottoir, puis sur l'herbe, me serrant dans mes bras. Ma respiration sortait en petits nuages. Ce devait être un malentendu ou une sorte de réaction excessive ridicule. Peut-être pensait-il qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Peut-être faisait-il une sorte d'exercice d'urgence bizarre. Peut-être que l'un d'eux avait perdu la tête et que l'autre suivait le mouvement. J'ai attendu 5 minutes, puis 10. Personne n'est ressorti. Aucune lumière ne s'est allumée. Je me suis faufilé sur le côté de la maison, en essayant de ne pas faire de bruit, comme si je n'étais pas en train d'épier ma propre famille, et je me suis accroupi près du rebord de la fenêtre du salon. Des formes bougeaient à l'intérieur. D'abord une, puis une autre. Je ne pouvais pas les distinguer clairement, juste des ombres. Puis une lumière s'est allumée dans la cuisine. Mon cœur a sursauté. Était-ce un intrus? J'ai attendu. Une autre forme est apparue. Petite, familière. Il y avait quelque chose dans ses cheveux. La façon dont elle tournait la tête. Non, 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 non. J'ai pressé mon visage plus près de la vitre. C'était ma cousine Elena. Elle était assise à la table de la cuisine comme si elle vivait là, comme si c'était chez elle, comme si elle avait été invitée. J'ai reculé vivement. Mon pied a glissé sur l'herbe mouillée et je me suis rattrapé contre la brique. Mes parents étaient à l'intérieur avec elle. Et moi? Apparemment, j'étais celui qui était dehors. J'ai fait le tour jusqu'à la porte d'entrée et j'ai frappé. D'abord doucement, puis plus fort. Rien. J'ai frappé à nouveau. Allô? Toujours rien. Puis, après ce qui m'a semblé être encore 5 minutes, la porte s'est ouverte. Mon père se tenait là, le visage indéchiffrable ni en colère, ni surpris, juste calme. Je l'ai dévisagé. Je peux entrer? Non. Quoi? Tu n'habites plus ici? J'ai ri une seule fois. Un son sec, unique. De quoi tu parles? Tu n'habites plus ici. Je t'ai entendu la première fois. Je voulais dire, qu'est-ce que diable ça veut dire? Il n'a pas répondu. Vous me mettez dehors? Il n'a pas bronché. C'est fait. Fait? Tu es sérieux? Nous avons pris notre décision. Quelle décision? Basée sur quoi? Il n'a pas répondu. Il s'est juste retourné, a attrapé quelque chose sur la table d'appoint et est revenu. Il me l'a tendu. Ta carte d'identité et un billet de $20, pour que tu puisses prendre un bus ou autre chose. Je ne l'ai pas pris. Vous me donnez $20 et une carte d'identité?
Vous voulez que je fasse quoi? Que je commence une nouvelle vie? C'est ce que nous pouvons te donner. Et mes affaires? Il a haussé les épaules. Rien de tout ça n'est à toi. J'ai tout payé. C'est à moi. Tu es vraiment sérieux? Il a hoché la tête. Qu'est-ce que j'ai fait? Ai-je demandé. Qu'est-ce que j'ai réellement fait? Toujours rien. Derrière lui, je pouvais voir le bord de la manche d'Elena à la table. Elle riait de quelque chose, ou peut-être souriait-elle. Qui sait? Le son ne parvenait pas jusqu'à moi, mais la lueur, oui. Cela ressemblait à un dîner de famille sans moi. Vous prenez son parti, ai-je dit, la voix basse. Tu peux partir maintenant. Vous ne m'avez même pas demandé. Il m'a de nouveau tendu la carte d'identité. Jonathan, prends-la. Je l'ai prise, ainsi que les $20. Parce que la fierté ne vous offre pas un endroit chaud pour dormir. Puis j'ai reculé. Il a fermé la porte. Il ne l'a pas claquée. Il n'a pas hésité. Il l'a juste fermée. Clic, je me tenais sur le porche avec des chaussettes qui n'étaient pas assez chaudes, tenant deux choses qui, apparemment, résumaient tout ce que je valais pour eux. Un nom et un ticket de bus. Je suis né le premier. C'était ma première erreur. Ce que ma mère voulait vraiment, c'était une fille. Une petite fille à la voix douce, qui porte des robes et adore les paillettes. Le genre de fille à qui elle pourrait tresser les cheveux et avec qui elle pourrait acheter des tenues assorties. Au lieu de cela, elle m'a eu. 5 mois plus tard, sa sœur a donné naissance à une petite fille nommée Elena. Et j'ai cessé d'être intéressant. Ce n'est pas comme si ma mère l'avait dit à voix haute, j'aimerais qu'elle soit mienne. Cela aurait été un peu trop honnête. Mais les actions étaient éloquentes. Chaque fois qu'Elena venait nous voir, et ce depuis avant même que l'un de nous sache marcher, ma mère s'illuminait comme si c'était le matin de Noël. Elle tenait Elena plus longtemps, plus doucement, lui parlait avec cette voix mielleuse qu'elle n'utilisait jamais avec moi, lui achetait des choses. Des choses chics. Des choses que je n'obtenais que lorsqu'elle était là pour que ça n'ait pas l'air bizarre. Spoiler, ça avait l'air bizarre. Ce n'était pas juste du favoritisme. C'était de l'engouement. Elle voulait qu'Elena l'aime en retour, qu'elle la choisisse plutôt que sa vraie mère. Et la plupart du temps, Elena le faisait. Ma tante travaillait de longues heures, plus longues que ma mère. Alors, ma mère a fini par faire beaucoup de gardiennage pour nous deux, techniquement, mais j'ai toujours eu l'impression d'être juste là. Un bruit de fond supplémentaire. Si Elena éternuait, elle avait droit à une couverture et une tasse de thé. Si j'éternuais, on me disait d'arrêter de faire ce bruit avec mon nez. À l'âge de 7 ans, j'avais compris la structure. Elena était la fille dont ma mère rêvait. J'étais le gamin avec lequel elle était coincée. Nous avons grandi ensemble comme des serre-livres dépareillés, toujours côte à côte, sans jamais vraiment être assortis. Elena était la star. Elle avait des fossettes, un faux rire charmant, une écriture parfaite. J'avais une mauvaise coupe de cheveux et une personnalité entièrement faite de silence gênant. Les réunions de famille étaient amusantes. N'est-ce pas qu'Elena est adorable? Jonathan, pourquoi ne souris-tu pas plus? Regarde la posture d'Elena. Jonathan, arrête de te tenir voûté. J'ai fini par ne plus venir la moitié du temps. Ma mère ne l'a jamais remarqué. Ou peut-être qu'elle préférait ça comme ça. Une ombre de moins en arrière-plan. L'école a empiré les choses. Même niveau, même classe, même nom de famille. Merci à ma mère et sa sœur de n'avoir jamais abandonné leur nom de jeune fille. Tout le monde pensait que nous étions frères et sœurs. Elle ne les corrigeait pas. Elle ne disait rien du tout. À l'école, Elena était populaire, le genre de fille qu'on invitait à tous les projets de groupe et qui n'avait jamais vraiment à faire le travail. J'étais le gars qui faisait le travail tranquillement, seul, pendant que les gens m'appelaient cousin bourriquet dans mon dos. Nous ne nous parlions pas beaucoup à l'école, sauf si un professeur nous mettait en binôme, ce qui n'est arrivé qu'une fois. J'ai fait tout le devoir. Elle a eu tout le mérite. Elle m'a souri après, comme si elle m'avait rendu service. À la maison, ça ne s'arrangeait pas, Elena était constamment là. Elle et ma mère avaient des blagues privées, des surnoms, des passe-temps communs. Elles peignaient des tasses ensemble. Faisaient du shopping. Ma mère continuait de l'appeler mon autre bébé. J'étais le vrai bébé. Pas que ça ait de l'importance. J'essayais de réparer des choses pour rester utile.
Poignée de tiroirs cassés, multiprise défectueuse. Une fois, j'ai réparé tout l'évier en regardant un tutoriel vidéo en vitesse 1.5x. Ma mère m'a remercié de la même manière qu'on remercie le facteur. Tout a changé, ou du moins je le pensais, l'année de notre diplôme. Le père d'Elena a trouvé un emploi dans une autre ville. Toute sa famille devait déménager à 2 heures de route. Ma mère était dévastée. Elle l'a dit doucement à mon père quand elle pensait que je n'écoutais pas. J'ai toujours eu l'impression qu'elle était l'une des nôtres. L'une des nôtres. Mignon. Mais ensuite, le rebondissement est arrivé. Elena a été acceptée dans une université ici même, en ville. Une bonne, en plus. Elle ne déménageait plus. Elle avait juste besoin d'un endroit où rester. Et naturellement, elle a demandé à ma mère. Naturellement, ma mère a dit oui. La question a été abordée au petit déjeuner. Elle pourrait rester avec nous, a dit ma mère comme si de rien n'était. Comme si elle me demandait si je voulais du beurre d'amande ou de cacahuètes. J'ai levé les yeux. Où dormirait-elle? Eh bien, si tu vas à l'université ou si tu trouves un travail bientôt, et que tu déménages de toute façon, on pensait que... Je ne déménage pas. J'ai été accepté à l'université ici. Elle n'a même pas scié. D'accord. Eh bien, nous trouverons une solution. S'ils nous trouveront une solution avait un visage, ce serait celui de ma mère chaque fois que je faisais quelque chose d'incommode, comme respirer. Elena n'a pas perdu de temps. Elle a commencé avec les suggestions utiles. Tu adorerais vivre sur le campus. C'est bon pour ta vie sociale. Avoir son propre espace, c'est tellement sain. Je pourrais toujours aider ta mère ici. Elle dit que je suis doué pour les tâches ménagères, ce qui était drôle puisque c'était moi qui avais débouché l'évier dans lequel elle avait versé des nouilles la semaine précédente. Puis c'est devenu plus étrange. Elle l'a dit un soir alors que nous étions tous les deux dans le couloir. D'une voix désinvolte, sur un ton léger, comme si c'était juste une autre négociation de colocation. Si tu ne déménages pas, a-t-elle dit, je pourrais leur dire quelque chose. J'ai haussé un sourcil. Comme quoi? Elle a penché la tête. Je pourrais dire que tu m'as mise mal à l'aise. Que tu m'as touché ou quelque chose comme ça. J'ai ri, un rire bref et incrédule. Tu ne ferais pas ça. Elle a souri. Je n'aurais pas besoin d'entrer dans les détails. Juste assez pour leur faire peur. Puis elle est partie comme si de rien n'était. Je ne l'ai pas dit à mes parents. Pas tout de suite. Parce que qu'est-ce qu'on peut bien dire? Salut, la fille que vous auriez aimé mettre au monde vient de me menacer nonchalamment de m'accuser de quelque chose qui pourrait ruiner ma vie pour qu'elle puisse prendre ma chambre? J'ai pensé qu'elle bluffait, qu'elle n'irait pas si loin. Et puis elle l'a fait. Je me tenais sur le trottoir en pyjama et en chaussons avec ma carte d'identité dans une main et un billet de $20 dans l'autre. Un vrai moment de passage à l'âge adulte si vous êtes la vedette d'un documentaire sur la négligence. La maison derrière moi était sombre, silencieuse, comme si rien ne venait de se passer. Comme s'il ne m'avait pas mis dehors à 3 heures du matin parce que ma cousine, la bombe à paillettes humaines, avait décidé de lancer une grenade dans ma vie. Je n'avais pas de téléphone. Je n'avais pas de clé. Je n'avais même pas de chaussettes. J'ai marché. Au début, je ne savais pas où j'allais. Peut-être que je pensais que j'allais me réveiller, ou qu'il sortirait pour me rattraper, ou que c'était un rêve de panique très immersif, et que je reverrais mon lit une fois le coin de la rue tourné. Rien de tout cela n'est arrivé. Au lieu de cela, j'ai trouvé une cabine téléphonique à 3 pâtés de maison. Elle était à moitié couverte de vieux prospectus et de quelque chose de collant, mais elle avait une tonalité. Les miracles existent encore. J'ai appelé le 911. Êtes-vous en danger? A demandé l'opératrice. Non, ai-je dit, juste légalement confus. Le temps que les policiers arrivent devant la maison, je me tenais dans l'ombre de l'autre côté de la rue, comme un chat errant essayant de décider si un porche est sûr. Ils ont frappé à la porte. Elle s'est ouverte rapidement, comme si mes parents attendaient. J'ai retraversé la rue tranquillement. Je suis resté sur le chemin, les bras croisés. Les officiers ne m'ont pas arrêté. Nous avons reçu un appel, a dit l'un d'eux. Votre fils dit qu'il a été expulsé de la maison sans préavis. Il a 18 ans, a dit ma mère d'un ton sec. Il n'habite plus ici. Pourquoi donc? Nous avons eu des problèmes. Tels que? Mon père est intervenu. Nous ne sommes pas à l'aise avec sa présence ici.
Après ce qui s'est passé. C'était tout. Cette seule phrase, comme une réplique jetable dans une mauvaise pièce de théâtre. L'officier a haussé un sourcil. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ils sont tous les deux restés silencieux. Puis ma mère a dit, notre nièce nous a dit quelque chose d'inquiétant, quelque chose d'inapproprié. Le second officier a hoché la tête lentement. D'accord, est-elle ici maintenant? Oui. Alors nous aimerions lui parler. Ils ont amené Elena à la porte comme si elle était l'invitée d'honneur à une veillée funèbre. Elle avait l'air de sortir du lit, ce qui était le cas, mais son visage était déjà parfaitement arrangé, pâle, innocent, légèrement tremblant. Bonjour, a dit l'officier. Pouvons-nous vous poser quelques questions rapides? Elle a hoché la tête. Est-ce que Jonathan vous a fait du mal? Ses yeux se sont dirigés vers moi une seconde, puis vers le sol. Je n'ai pas dit ça, a-t-elle marmonné. Mais votre tante et votre oncle ont dit que quelque chose s'était passé. Elle a hésité. Je leur ai dit que je me sentais mal à l'aise. Mal à l'aise? Comment? Silence. L'accusez-vous de quelque chose? De quelque chose de criminel. Je n'ai jamais dit ça. Ils ont juste, je ne leur ai rien demandé de faire. Les officiers ont laissé planer le silence. L'un d'eux s'est retourné vers mon père. Monsieur, vous réalisez que même s'il a 18 ans, s'il vivait ici, vous ne pouvez pas légalement l'expulser sans préavis. Mon père s'est raidi. C'est notre maison. Oui, a dit l'officier. Mais vous devez quand même lui donner un préavis écrit. 30 jours est la norme dans la plupart des États. Ma mère a réessayé. Mais tout ce qui est ici a été payé par nous. C'est à nous. L'officier a secoué la tête. Si vous le lui avez donné son téléphone, ses vêtements, ses meubles, c'est considéré comme un don en vertu de la loi. C'est sa propriété maintenant. Ils avaient tous les deux l'air secoués. J'aimerais récupérer mon téléphone, ai-je dit doucement. Il y a quelque chose que je veux vous montrer. Il y a eu une pause. Puis ma mère s'est retournée et est rentrée dans la maison. Elle est revenue avec mon téléphone, me le tendant comme s'il était radioactif. Je l'ai déverrouillé, j'ai ouvert le fichier audio et j'ai appuyé sur lecture. La voix d'Elena est sortie, claire comme de l'eau de roche. Choisis juste l'autre université et déménage, ou je leur dirai que tu m'as touché. J'ai besoin de cette chambre. Ne sois pas égoïste. J'ai regardé son visage pendant la lecture. Aucune réaction au début, puis un lent affaissement de ses épaules comme si toute sa colonne vertébrale venait de se dégonfler. Quand ce fut terminé, l'officier lui a demandé, « Est-ce votre voix ?» Elena a croisé les bras. C'est sorti de son contexte. Est-ce un faux? Je ne le pensais pas. Mais vous l'avez dit. Elle n'a pas répondu. Le silence a été plus long cette fois. Les policiers ont regardé mes parents. Mes parents ont regardé le sol. Elle ne le pensait pas, a murmuré ma mère. Elle l'a dit, ai-je répondu. Les officiers se sont redressés. L'un d'eux a dit à mon père, il a le droit de retourner dans sa chambre et de récupérer ses affaires. Si vous l'en empêchez, cela pourrait être considéré comme illégal. Personne n'a discuté. Personne n'a même essayé. Elena a disparu 10 minutes plus tard. Elle se tenait dans le couloir, se serrant dans ses bras comme si quelqu'un avait coupé le chauffage. Je l'ai regardé sortir son téléphone, commander un Uber et attendre près de la porte d'entrée sans un mot. Je pense que je vais juste y aller, a-t-elle dit, s'adressant plus au mur qu'à l'un de nous. La voiture est arrivée. Elle est montée dedans. Personne ne l'a arrêtée. Personne ne lui a dit au revoir. Et comme ça, elle était partie. Je suis rentré. Personne ne m'a regardé. Ma mère planait près de l'évier. Mon père fixait le sol comme s'il contenait des réponses. Je suis passé devant eux sans parler, je suis allé dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Je n'ai pas dormi. Je suis juste resté assis sur le bord du lit pendant un moment, à regarder ma bibliothèque comme si elle m'avait trahi. Puis j'ai commencé à faire mes bagages. Pas tout, juste l'essentiel. Ordinateur portable, chargeur, vêtements, quelques livres qui me semblaient encore être les miens. À 6 heures du matin, j'ai envoyé un texto à mon ami Max, t'es réveillé? T'as un canapé à me prêter? Il a répondu en 2 minutes. Viens quand tu veux. Apporte des snacks. À 7 heures, j'avais 2 sacs près de la porte.
Je ne me suis pas soucié du petit déjeuner. Au moment où j'ai attrapé la poignée, mon père a parlé. Tu peux rester si tu veux. Je ne me suis pas retourné. Vous l'avez cru, ai-je dit. Vous ne m'avez même pas demandé ce qui s'était passé. J'ai ouvert la porte. Ça suffit. Puis je suis sorti. Et cette fois, personne n'a suivi. Quand je suis sorti ce matin-là avec mes sacs sur l'épaule, je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas dit un mot. Je pense que c'était la partie la plus offensante de toutes. Le silence est un grand égalisateur. On ne peut pas déformer le silence. On ne peut pas le citer hors contexte. On ne peut que le remplir de sa propre culpabilité. Je suis allé directement chez Max. J'ai déposé mes sacs près de la porte. Je me suis assis sur son canapé comme une chose morte. Il n'a pas posé de questions. Il m'a tendu un sweat à capuche, une couverture et une part de pizza. Il était 7h40 du matin. Tu es l'invité le plus bizarre que j'ai jamais eu pour une soirée pyjama, a-t-il dit. Je prends ça comme un compliment. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Pas besoin. Ce jour-là n'était qu'un jour. Je l'ai traversé avec mon téléphone en mode avion et ma colonne vertébrale en semi-effondrement. Mais le lendemain, je suis retourné chercher le reste de mes affaires tranquillement, rapidement. Pas de contact visuel, pas de conversation, juste entré, pris la boîte de choses que j'avais passé une vie à gagner, et sorti. Ils n'ont rien dit. Je ne sais pas s'ils pensaient que j'allais rester, s'ils pensaient que me rendre mon téléphone et me laisser dormir sous le toit que j'avais payé avec ma dignité réinitialisait en quelque sorte le jeu. Ce ne fut pas le cas. J'étais déjà parti. Tout ce qui a suivi n'était que la suite logique. J'ai emménagé dans un appartement en colocation la semaine suivante. L'ancien colocataire de Max venait de déménager pour rejoindre une secte de start-up. Ou peut-être un truc de crypto-monnaie. C'est difficile à dire de nos jours. Le loyer n'était pas donné, mais c'était faisable. J'avais une bourse. J'ai trouvé un travail de tuteur pour les étudiants de première année qui ne savaient pas calculer leur moyenne générale même si on leur donnait la formule. Je faisais les courses, je cuisinais pour moi, je payais les factures, je débouchais les éviers avec des pinces et des jurons. Il s'avère que se faire jeter dehors à 3 heures du matin vous donne un cours accéléré sur la vie d'adulte. Je ne le recommande pas. Le premier texto de ma mère est arrivé 5 jours plus tard. Salut, est-ce que tu manges? Je n'ai pas répondu. Puis, tu devrais passer, juste pour parler. Toujours pas de réponse. Puis, le chauffe-eau fait encore des siennes. Tu as toujours su comment le réparer. Voilà. Le passage de la culpabilité à la tentative de me faire culpabiliser. Le premier message de mon père concernait une fuite de toi. Pas comment vas-tu, ou on a fait une erreur, juste de la logistique. J'ai ignoré celui-là aussi. Il ne voulait pas un fils. Il voulait un homme à tout faire avec une amnésie émotionnelle. 2 semaines plus tard, les ragots ont commencé. Pas à moi, bien sûr. Personne ne raconte jamais de ragots à la personne concernée. Mais le mot s'est répandu. Un ancien camarade de classe m'a envoyé un message. Salut, question au hasard. Mais il s'est passé quelque chose entre toi et ta cousine? J'ai entendu dire que. Ouais, tu as entendu. Je n'ai pas demandé d'où ça venait. Ça aurait pu être mes parents. Ça aurait pu être Elena. Ça aurait pu être cette tante qui collectionne les drames familiaux comme du vin et les sert au dîner. Apparemment, la version qui circulait était que j'avais agi de manière inappropriée et que j'avais dû être expulsé. Comme si j'étais un mauvais invité à un mariage. Aucune mention de la partie où j'ai prouvé que tout était inventé. Drôle, ça. Au début, je voulais ignorer, prendre le dessus, être la personne la plus mature, laisser les gens croire ce qu'ils voulaient. Mais un deuxième message est arrivé, puis un troisième, et j'ai réalisé que personne n'allait dire la vérité à ma place. Alors je l'ai fait moi-même. Il y a un groupe de discussion familiale. Le genre d'endroit où les messages d'anniversaire vont mourir et où les photos floues de pain aux bananes vivent éternellement. J'ai publié un seul message. Juste pour clarifier, puisqu'il y a eu une certaine confusion, j'ai été mis à la porte de chez moi à 3 heures du matin parce qu'Elena a raconté un mensonge. J'ai fait écouter à la police un enregistrement d'elle me menaçant de m'accuser si je ne déménageais pas. Elle l'a admis. Les policiers m'ont soutenu. C'est pour ça que je n'habite plus là.
Je ne cherche pas de sympathie. Je ne veux juste pas que des mensonges remplissent le silence. Je n'ai rien joint. Pas de fichier, pas d'extrait, juste la vérité, tapée clairement. Quiconque en voulait plus pouvait demander. Personne ne l'a fait. Elena avait déjà déménagé à ce moment-là. Ville différente, vie différente. Quand les gens lui demandaient ce qui s'était passé, elle disait qu'ils avaient mal compris. Qu'elle n'avait jamais voulu déclencher quoi que ce soit. Qu'elle ne leur avait jamais demandé de me mettre dehors. Tout comme elle n'avait jamais voulu dire ce qu'il y avait sur l'enregistrement ou la menace. La version de la vérité d'Elena était livrée prélavée et sans pli. Facile à plier, à ranger, à oublier. Mes parents, eux, étaient toujours là. Et maintenant, sans elle, la fille en or qu'ils adoraient, partie. Fini les brunchs du week-end. Fini les câlins dignes d'Instagram dans la cuisine. J'ai entendu par ma cousine Jess que ma mère repensait à beaucoup de choses. Je n'ai pas demandé ce que cela signifiait. Environ un mois plus tard, ma mère m'a envoyé un texto, « Tu nous manques. » Puis, « Voudrais-tu venir dîner ?» Juste une fois. J'ai fixé l'écran pendant un moment, non pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que je savais enfin exactement ce que je n'étais plus disposé à dire. Je n'ai pas répondu, non par dépit, mais par tranquillité d'esprit. Parce que parfois, le silence n'est pas une faiblesse, c'est une forme de clôture. Le temps a passé, pas vite, pas proprement, mais il a passé. Et plus je m'éloignais de cette maison, plus je réalisais à quel point elle avait pris de la place dans ma tête. Vivre sous un toit où j'étais constamment comparé à quelqu'un d'autre, constamment fait pour me sentir comme un substitut. Ça vous use d'une manière que vous ne remarquez même pas jusqu'à ce que vous soyez parti. Maintenant, je me réveille quand je veux. Je cuisine ce que j'aime. Je mets de la musique à fond dans la cuisine sans que quelqu'un dise « Elena joue ça mieux ». Personne ne me mesure à qui que ce soit. Personne ne se tient derrière moi avec un stylo rouge pour corriger mon existence. Et ça, cette liberté, c'est une joie dont je ne savais même pas que j'étais privé. Je pense qu'ils le regrettent. Mes parents. Non pas parce qu'ils l'ont dit, mais j'entends des choses par l'intermédiaire de cousins. Quelques publications Facebook gênantes. L'un d'eux aurait apparemment pleuré à un dîner quand quelqu'un a mentionné mon nom. C'est un étrange type de deuil, de voir quelqu'un vous manquer en sachant que vous êtes toujours en vie. Est-ce que je leur parlerai un jour? Peut-être. Pas demain. Pas le mois prochain, mais peut-être un jour, quand je saurai que j'y vais par choix, et non par obligation. Pour l'instant, j'ai la paix. J'ai de l'espace pour respirer. Et parfois, c'est plus que suffisant. Alors dites-moi, suis-je allé trop loin, pas assez loin? Ou ai-je finalement fait ce qu'il fallait? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous êtes toujours là, abonnez-vous.